Vers 23 heures le 2 février 2021, dans l'état de l'Idaho, la police et le shérif de Kootenay débarquent à la résidence des Howard. C'est Dan Howard, le père de famille, qui les a appelés. Il se trouve sur les marches du perron. Il vient de découvrir sa femme, Candy, morte dans la baignoire de la salle de bain. À travers les pleurs et le choc, Daniel explique à la police que sa femme, Candy, vient de mettre fin à ses jours. Elle s'est tirée une balle dans la tête. Mais très rapidement, les policiers se retrouvent face à une scène bizarre, très bizarre. Et de suite, ils suspectent une mise en scène, un crime déguisé. À la suite de cette soirée, les policiers de Kootenay enquêtent sur la mort de Candy comme si c'était un homicide. Pourtant, le médecin légiste, après l'autopsie, n'est pas tout à fait de cet avis. Cette affaire complexe et frustrante pour les policiers et la famille de la victime prendra des années à aboutir. Les forces de l'ordre ne laisseront jamais tomber, mais ont-ils eu raison? Ou est-ce un acharnement envers Daniel Howard? Regardons ça. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Avec Malice. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous êtes sur une chaîne de True Crime. Et ici, on se plonge surtout sur l'histoire judiciaire des affaires criminelles. Aujourd'hui, c'est une affaire incroyable et il me tardait de vous la raconter. On s'intéresse à la mort de Candy Howard, 49 ans. Et son mari, depuis le début et pendant des années, sera dans la ligne de mire des policiers. Après cette vidéo, à vous de me dire si vous pensez que Daniel Howard est coupable du meurtre de sa femme. Daniel Charles Howard est né le 11 novembre 1965. Il a toujours vécu dans l'état de l'Idaho. Après avoir servi dans la marine en 1994, il rentre dans la police d'État, les State Troopers. Et cette même année, il épouse Candy. Candy est née le 30 avril 1972. Quand elle épouse Daniel, elle a déjà une fille d'une ancienne relation, qui s'appelle Brooke. Quelques années plus tard, Candy et Daniel auront un fils ensemble, Wyatt. Et en 2021, cela fait 28 ans qu'ils vivent ensemble. Ils sont installés dans la ville de Atoll, toujours en Idaho, et ils ont accumulé des biens. Ils vivent dans une maison de campagne avec un très grand terrain. On est à 1 heure de la ville de Spokane, qui est la ville la plus grande, mais qui n'est pas dans l'état de l'Idaho. Elle est dans l'état de Washington, à côté. Brooke, la fille de Candy, à son tour, est devenue maman et elle est allée s'installer avec son mari. Candy est donc grand-mère et elle adore s'occuper de sa petite fille. Wyatt, lui aussi, a quitté la maison. Il est rentré dans l'armée, comme son père. Depuis plusieurs années, Daniel n'est plus policier. Il travaille maintenant en Alaska dans une compagnie pétrolière. Il part 3 semaines là-bas pour avoir ensuite 3 semaines de repos chez lui. Et quand il est à Atoll, il est instructeur dans un stand de tir. Candy, quant à elle, travaille depuis maintenant plus de 20 ans à l'hôpital de Kootenay, où elle s'occupe de la gestion des stocks. Et elle est très appréciée par ses collègues. Dans ce couple, il semble que dès que les enfants ont quitté la maison, les tensions et les comportements malsains se sont accentués. Et le 2 février 2021, Dan appelle le 911 à 22h43. Il explique que sa femme, Candy, vient de mettre fin à ses jours. Et il est sûr, elle est morte. Il pense que le coup de feu a eu lieu il y a 1h30, 2h. Mais les propos de Dan ne sont pas si clairs que ça au téléphone. Il est hystérique, il n'arrête pas de crier et il pleure. Quand les policiers arrivent, Dan les attend à l'extérieur. Il a les mains sur ses genoux. Sorry, what's your first name? Dan? Dan, can you have a seat for me? Please, guys. Yeah, you can sit if that's better for you. If that's better for you. L'officier Miranda Thomas reste avec lui quelques secondes et elle écrira dans ses notes que l'individu respirait fort. Il semblait à tout moment être sur le point de vomir. Elle remarque aussi qu'il semble mouillé, le col et le dos, les cheveux aussi. Quand les officiers pénètrent dans la résidence, la première chose qu'ils perçoivent, c'est le bruit d'un sèche-linge qui fonctionne, au loin. Ils fouillent toutes les pièces du rez-de-chaussée pour s'assurer qu'il n'y ait personne et ensuite ils montent à l'étage, à la salle de bain. La porte est ouverte et la pièce apparaît sans désordre, à part le corps de Candy, nu, dans la baignoire. Elle a bien reçu une balle dans la tête, avec un point d'entrée qui semble être la bouche. L'eau du bain apparaît claire, elle n'est pas rougeâtre,
Elle est à peine rosée. Il y a encore des bulles. Et le policier s'enlèvera un gant pour plonger ses doigts dans l'eau. Et il dira que l'eau est encore chaude. Dans l'eau du bain, il y a un pistolet Taurus PT-738, un semi-automatique. L'officier Wheeler remarque que le corps de Candy est recouvert d'hématomes, plus ou moins anciens, et de lacérations. Il semble qu'elle a une brûlure au niveau du bras droit, assez profonde. Et il y a une chose qu'il trouve bizarre aussi. Ses cheveux séchés et immobilisés par le sang ne penchent pas du même côté que la tête. Il s'aperçoit aussi que la mâchoire de Candy est brisée, cassée. Et au niveau du visage, les traînées de sang, tout comme les cheveux, défient la gravité. Dans cette salle de bain, les policiers trouvent le sac à main de Candy, son téléphone, ses lunettes, ses clés de voiture, mais aucun vêtement. Il y a des serviettes aussi, qui pendent impeccables, sèches, mais elles semblent être là pour la décoration. Quant au tapis de bain, il est parfaitement posé au sol, et lui aussi a l'air tout propre, comme si personne n'avait marché dessus, comme s'il venait d'être posé là. Et il remarque que dans cette salle de bain, tout est sec. Il n'y a pas une seule goutte d'eau par terre. Tout est sec. Quand il se dirige dans la chambre à coucher, entre les deux pièces près de l'escalier, il y a un sac de voyage avec des vêtements de Candy dedans. Dans la chambre à coucher, toujours à l'étage, il y a du verre cassé, enfoui dans la moquette. Après avoir fouillé l'étage et le rez-de-chaussée, il se dirige maintenant vers la buanderie. Et il se rend compte qu'il y a bien un sèche-linge qui est en train de tourner. Et il ne reste que 6 minutes au cycle. À l'intérieur, il trouve des serviettes de bain et un tapis de bain. Hey Dan, I'm Deputy Wheeler. I'm sorry to inform you that your wife is passed. Après avoir annoncé la mort de sa femme à Daniel, le policier veut savoir exactement les circonstances dans lesquelles il a découvert le corps de sa femme. Et Daniel explique qu'elle est montée prendre un bain, comme tous les soirs. Il était devant la télé, il a entendu un bruit sourd qui venait de l'étage. Il a cru que c'était quelque chose de lourd qui était tombé au sol. Le policier Wheeler lui demande quelle heure il était à ce moment-là. Dan réfléchit et finit par dire vers 21h30. Vers 22h40, Daniel est intrigué d'entendre encore l'eau couler. Donc il décide de monter à l'étage. Et c'est là qu'il l'a trouvée, dans la salle de bain, dans la baignoire, allongée. Après l'annonce de la mort de sa femme, Daniel rentre dans sa maison et il n'arrête pas de tourner, de pleurer, de s'effondrer sur le comptoir de la cuisine. C'est l'officier Miranda Thomas qui le surveille et elle inscrit dans ses notes que même si Daniel pleurait, il n'y avait aucune larme, son visage était sec. Et depuis leur arrivée, ils n'arrêtaient pas d'avoir des réflexes bruyants pour vomir, mais sans aucun résultat. Et alors qu'ils font leur tour, les policiers remarquent sur le buffet de la salle à manger des papiers de divorce. Alors que la scientifique est à l'étage, les policiers décident d'interroger formellement Daniel chez lui. Et c'est le détective Lalatin qui conduit l'interrogatoire. Il lui demande de raconter un petit peu cette soirée. Donc Daniel explique que leur mariage avec Candy n'allait pas bien et qu'ils étaient sur le point de divorcer. Donc ils devaient partager tous leurs biens en deux. Et cela faisait 3 jours que quand Candy rentrait du travail, ils faisaient ça. Ils partageaient. Ils essayaient de faire une liste de ce que chacun voulait garder. Ce soir-là, parmi les affaires qu'elle voulait récupérer, il y avait son pistolet, son Taurus. C'est lui qui s'est levé et qui est allé chercher dans le coffre l'arme à feu de Candy. Et ensuite, il lui a donné. Ensuite, ils ont fait des calculs au niveau financier. Et là, ça a été très difficile. And she flipped. She realized that the house has to be liquidated too. Il explique que Candy voulait s'acheter une maison à Kamia, près de chez ses parents. Et elle s'est rendue compte ce soir que pour cela, il fallait qu'elle vende sa maison de campagne. Et ça lui a déchiré le cœur. Il rajoute qu'après ça, Candy était très triste. Mais il a l'habitude parce que Candy est extrêmement émotive. Daniel est clair, il ne laisse aucun doute. Il dit qu'après cette mauvaise nouvelle, elle a dû monter dans la salle de bain. Elle avait le pistolet qu'il venait de lui donner. Et c'est là qu'elle a eu cette idée terrible.
Quant à lui, il était installé devant la télé et il avait le bloc-notes à la main. Il pensait à ce qu'il y avait d'inscrit dessus quand il a entendu un bruit sourd. Il a cru que quelque chose était tombé dans la salle de bain. Il ne s'est pas inquiété plus que ça et il a continué à lire ses notes. Il pense qu'il a perdu la notion du temps. Mais à un moment donné, il entendait toujours l'eau couler. Pas fort, mais quand même. Et il a eu peur et il s'est dit que l'eau du bain allait déborder et ça faisait longtemps que ça coulait. C'est pour ça qu'il est monté. Les policiers lui demandent s'il pourrait avoir des résidus de poudre sur les mains. Et il répond qu'il est allé tirer aujourd'hui au stand de tir. Mais qu'en rentrant, vers 15h30, il s'est douché. Les policiers attendent la scientifique pour mettre les mains de Daniel dans des sacs plastiques. Et les policiers remarquent qu'il n'arrête pas de se frotter les mains sur son t-shirt, sur son jean. Ils seront obligés de lui dire d'arrêter de faire ça. Et plus tard dans la soirée, alors que la police continue de fouiller les lieux, Dan appelle sa belle-fille, Brooke, pour lui dire ce qui vient de se passer. Il prend l'appel sur haut-parleur. No. Et quand Brooke apprend la nouvelle, elle lui dit « Je ne sais pas ce qui s'est passé ce soir, mais je sais que c'est toi le coupable. » What? What are you talking about? Malheureusement, le détective Laladin a entendu. Et le policier essayera de faire parler Dan à propos de ce qu'a dit sa belle-fille. Mais Daniel évite la conversation. Et il n'arrête pas d'aller voir Dan pour comprendre, pour savoir pourquoi elle a dit ça. She just accused you of this? No. Let's see what it sounded like. Et pour les policiers, et surtout le détective Laladin, c'est à ce moment-là que Dan a reçu un choc. Quand les policiers partent aux petites heures du matin, ils n'arrêtent pas Dan. Et il est libre de faire ce qu'il veut. Le corps de Candy est envoyé à Spokane, dans l'État de Washington. C'est la plus grande ville et c'est le seul endroit où il y a un médecin légiste. C'est le docteur John Howard qui s'occupera de son autopsie. Il n'a aucun lien de parenté avec Daniel Howard. Il faut savoir que Daniel n'appellera jamais ses beaux-parents pour les prévenir. La seule fois où il appellera ses beaux-parents, c'est pour partager les frais de la crémation. Mais sinon, rien. Et quand les forces de l'ordre reviennent au poste de police, tout le monde, le détective, la scientifique, les officiers, tout le monde est persuadé que Daniel a tué sa femme. La scène de crime n'a aucune logique. Dan a fait partie du corps de marine. Il a été dans le SWAT. Il a été dans la police pendant plus de 16 ans. Il est instructeur de tir et il n'a pas été capable de reconnaître un coup de feu. Et ce qui dérange le plus le détective Laladin, c'est qu'il se dit que cet homme, avec toutes les connaissances qu'il a, il serait bien capable de faire un crime sous couvert d'un suicide. Et donc, il commence l'enquête. Il commence à enquêter sur Daniel. La première chose qu'il trouve à son actif, c'est que le 7 février 2011, alors qu'il est policier, il a déchargé son arme sur un fugitif qui, lui, était armé, mais aussi sur sa copine, sa conjointe, qui était juste là. Les deux sont décédés. Ça n'a pas plu à la police d'État de l'Idaho, mais une enquête interne l'a disculpé de ses charges, donc il a continué à travailler. En 2013, Candy a une relation extra-conjugale avec leur voisin, Matthew, qui s'avère être aussi un des meilleurs amis de Daniel. En passant, on sait aussi que Daniel allait voir ailleurs. N'empêche qu'en 2013, le fait que sa femme couche avec son meilleur ami, ça l'a mis dans une rage folle. Il a menacé Matthew. Il est allé jusqu'à chez lui. Il a déchargé son arme sur la façade de la maison en faisant éclater les vitres. Il a mis du sirop d'érable sur la voiture de son meilleur ami et il lui volait son courrier. En même temps, tous les jours, il n'arrêtait pas de le texter, de le harceler, de lui laisser des messages comme quoi il allait le tuer s'il le rencontrait. Matthew a porté plainte. Et en 2015, Daniel est jugé, passe en procès pour harcèlement et destruction des biens de Matthew. En 2013, quand il a tiré avec son arme à feu sur la maison de Matthew, il a été licencié de la police de l'Idaho. N'empêche que Daniel s'en sort extrêmement bien lors de cette procédure. Il décide de faire un accord qui s'appelle l'accord Alford. Et ça, c'est incroyable. C'est un des meilleurs accords qu'on puisse faire avec un procureur.
L'accord Alford signifie que l'on accepte toute la responsabilité des actes dont on est accusé. Mais par contre, on maintient notre innocence. C'est incroyable. Pour ça, il prendra 3 ans de prison, mais il ne fera que 104 jours. Et quand il sort, il trouve de suite le travail dans la compagnie de pétrole en Alaska. Et quand les policiers continuent de fouiller dans le casier judiciaire de Daniel, ils se rendent compte que récemment, une équipe d'intervention policière est allée chez eux. Mais là, le médecin légiste vient de rendre ses constatations. 3 semaines après la mort de Candy, John Howard rend ses conclusions. Et pour lui, Candy est morte d'un coup de feu qui est rentré par la bouche et qui n'est pas ressorti. La balle s'est logée dans les vertèbres au niveau cervical. Et quant à la cause de la mort, elle est indéterminée. Le docteur John Howard ne peut pas dire si la mort de Candy est due à l'action d'une tierce personne ou si c'est auto-infligé. Les policiers sont étonnés du peu de renseignements qu'il y a dans l'autopsie de Candy. Ils se rappellent avoir vu des hématomes, des brûlures, des lacérations, mais le docteur Howard, lui, parle de quelques bleus. La fracture de la mâchoire, c'est dû au coup de feu. Il ne parle pas de la brûlure sur le bras. Et ensuite, il a fait 3 constatations. Les dents de Candy ne sont pas brisées par le coup de feu. Elle n'a pas de pétéchie au niveau des yeux. Et l'os hyoïde n'est pas brisé. Elle n'a pas été étranglée. Il place le lieu de la mort dans la salle de bain, là où elle a été trouvée. Et la quantité de sang dans l'eau, pour lui, ça correspond avec une balle tirée dans la bouche. Il avoue ne pas avoir regardé les photos de la scène de crime. Et sinon, à part ça, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a dans son rapport. Quand le détective Lalatin part informer le procureur Stanley Mortenson, les deux n'y croient pas. Ils ne comprennent pas vraiment comment on a pu arriver à cette conclusion. Résultat, le procureur décide de regarder le dossier du docteur John Howard et il se rend compte qu'il est sous enquête. Le médecin légiste ne le sait pas, mais il y a 14 autopsies qu'il a fait qui sont remises en cause. Il est accusé d'être feignant, de bâcler son travail. Il prend peu de photos, il ne passe pas beaucoup de temps avec les victimes, il ne cherche pas plus avant, ne demande jamais des examens complémentaires. Le procureur ayant peur d'avoir affaire au médecin légiste le plus feignant de la côte ouest, il décide de faire appel à un consultant, un médecin légiste consultant privé, et il lui donne tout le dossier. Ce sera le docteur Jennifer Nara. Et elle est très étonnée, parce qu'il y a peu de photos. Le dossier est vide, et après avoir tout lu, elle est encore plus étonnée par les conclusions du docteur John Howard. Pour elle, cette affaire-là est un homicide, clair, simple. Et elle explique au procureur que la plaie provoquée par la balle qui est rentrée par la bouche a dû saigner énormément. Et le point nouveau et intéressant qu'elle rajoute, c'est que Candy, avant de mourir, elle a été blessée à 3 endroits. Elle a des lacérations au niveau des pieds, sans doute faites par des bouts de verre. Elle a des hématomes extrêmement importants autour du cou. Et elle venait juste de se faire brûler au bras. Et elle est brûlée au second degré. Une brûlure au second degré fait très mal. C'est extrêmement douloureux. On n'a pas du tout envie de la plonger dans un bain chaud avec du savon. Elle conclut que Candy n'est pas allée dans ce bain de son bon vouloir. Le procureur fait donc part à ce moment-là à ses instances supérieures le nouveau rapport d'autopsie et cette conclusion, l'homicide. Et donc Stanley Mortenson a le droit d'embaucher un autre médecin légiste, mais agréé par l'État. Et ce sera Bill Smock. Et au bout de quelques jours, le docteur Smock arrive à la même conclusion que le docteur Nara. C'est un homicide. Il n'y a aucun doute. En avril 2023, Daniel Howard est mis en état d'arrestation et il est accusé du meurtre de sa femme. Il y a aussi un chef d'accusation pour violence domestique à cause du 10 juillet 2020. Daniel Howard est accusé de meurtre au premier degré. En Idaho, les jurés ont le droit de baisser les chefs d'accusation. Ils n'ont pas le droit de monter. Donc, le procureur a mis meurtre au premier degré, c'est-à-dire le chef d'accusation le plus haut. Bien sûr, Daniel Howard plaide non coupable et il prend un très bon avocat, Jason Johnson.
Cet avocat arrivera à faire baisser la caution. Résultat, Daniel peut payer et donc il sort libre, mais avec un bracelet électronique. Il n'a pas le droit de sortir d'un certain périmètre et surtout pas le droit de s'approcher d'un aéroport. Le procès aura lieu au printemps 2024. Et c'est le procureur Stan Mortenson qui commence. Il explique qu'il va prouver que Dan a tué sa femme et il a essayé de mettre en scène ce crime. Et pour le procureur, les actions de Dan le 2 février 2021, c'était pour calmer sa rage, ne pas perdre de l'argent et aussi pour ne pas aller en prison. Et quant à Jason Johnson, l'avocat de Dan Howard, lui, il dit que Candy, elle souffrait de dépression. Et elle avait la pression avec le divorce, même si c'était elle qui l'avait demandé. Pour la défense, Candy a bien mis fin à ses jours parce que la situation dans laquelle elle était difficile. Parce qu'elle ne voulait pas perdre tout ce qu'elle avait amassé en 20 ans. Et elle n'avait pas le courage de recommencer une autre vie. Quand le procureur commence, il a un but, c'est de montrer aux jurés que Candy vivait dans un environnement malsain. Et il appelle à la barre la fille de Candy, Brooke. Et elle explique que Dan jouait le rôle du gentil mari avenant avec sa femme quand il y avait des amis. Mais quand les portes de la maison étaient fermées, il se transformait en tyran. Il n'arrêtait pas de l'insulter. Il la traitait surtout de gros tas, mais aussi de traînée, de bip et de bip. Elle continue en disant que son beau-père n'arrêtait pas de répéter à qui voulait l'entendre que Candy était extrêmement sensible, voire dépressive. Il n'arrêtait pas de répéter ça, mais personne n'y croyait. Tout le monde trouvait que Candy était gaie, pleine de joie. Et en plus, elle avait énormément de projets. Des projets qui n'incluaient pas Daniel. Elle avait trouvé une maison à Pamia, près de chez ses parents. Candy lui avait montré une photo 2 jours avant de mourir. Elle expliquait aussi à sa fille qu'elle allait ouvrir un salon d'antiquaire. C'était son rêve. Elle avait toujours voulu faire ça. Pour Brooke, sa mère, depuis 2020, essayait de se réinventer, de recommencer une nouvelle vie. Elle prévoyait même de faire de la chirurgie esthétique. Brooke dira que depuis des années où son mari la traitait de gros tas, elle avait décidé de faire ça. Mais sinon, elle s'était mise au sport depuis plus de 1 an. Elle se levait à 4 heures du matin pour aller courir. Elle faisait très attention à ce qu'elle mangeait et elle était contente d'elle. Ensuite, c'est sa meilleure amie qui vient à la barre, Michelle Lambert. Et elle témoigne du fait que Dan a changé depuis sa sortie de prison, depuis qu'il a été viré de la police. Depuis ce moment-là, Candy ne pouvait rien faire seule. Les deux étaient toujours ensemble. Elle n'avait plus de liberté, juste aller travailler et revenir. En plus, Dan ne voulait pas dépenser de l'argent à faire des activités. Il ne voulait rien dépenser. Michel dit que Candy se plaignait souvent du fait qu'il était avare, radin, et que ça ne s'améliorait pas avec le temps. Il était devenu contrôlant, et il n'arrêtait pas de se mettre en colère. Candy dira plusieurs fois à Michel qu'elle avait peur de lui. Et puis quand Dan partait en Alaska, Candy était pleine de vie. Elle revivait, elle rencontrait ses amis, elle faisait plein d'activités. Et depuis peu, elle avait renoué avec son amour de lycée, Daniel Prado, que j'appellerai Prado, qui habite à Camia, près de chez ses parents. Avec lui, elle a trouvé le courage d'aller voir son avocat et de demander le divorce. Pour Michel, dès ce moment-là, Candy a été heureuse et elle a essayé de reprendre sa vie en main. Et cela n'a pas du tout plu à Daniel. Michel explique que le 10 juillet 2020, Daniel s'est rendu compte que sa femme avait demandé à la banque une carte de crédit, parce qu'elle n'en avait pas. Pourtant, elle travaille. Ils lui en ont donné une, et quand il a su ça, il l'a attaquée, et violemment. Il lui a donné des coups, notamment un dans le thorax, qui va la faire tomber à terre, inconsciente. Elle aura un énorme hématome au niveau du torse, et aussi des marques d'empoignade sur son bras droit. Mais ne pouvant pas cacher sa situation au travail, elle explique que c'est son mari qui l'a frappée. Et c'est la première fois qu'elle le dira. Par contre, elle n'appellera pas la police. Selon Michel, Dan était obsédé par l'argent. Il ne pensait qu'à ça et il ne parlait que de ça. Et ensuite, c'est au tour du policier qui est intervenu chez Candy 4 jours avant sa mort, lors d'une agression du 29 juillet 2021. Il a été appelé à 5 heures du matin, alors il s'est rendu chez les Howard. C'est elle qui ouvre la porte. Sheriff's office.
Son mari est là aussi, il n'est pas endormi. Elle est secouée et le policier lui demande si elle veut pas aller dans la chambre avec lui. Ce qu'elle fait. Et après avoir fermé à clé la porte de sa chambre à coucher, elle dit 2 choses. Son mari a essayé de la tuer et elle veut partir. Maintenant. Et ensuite, elle lui explique ce qui s'est passé. La veille, le 28 juillet, elle est allée le chercher à l'aéroport. Il revenait d'Alaska. Sur le trajet vers la maison, Candy lui annonce qu'elle veut divorcer. À 4h30 du matin cette nuit-là, Candy se réveille et elle voit au-dessus d'elle Daniel. Il est habillé de noir. Il a des gants en latex noir. Dans la main droite, un oreiller. Dans la gauche, elle ne sait pas trop, elle ne peut pas voir. Et avant que l'oreiller ne s'écrase sur sa tête, elle arrive à s'extirper. En même temps, elle attrape son téléphone et elle se dirige vers la salle de bain. Elle compose au hasard n'importe quel numéro et elle met sur haut-parleur. C'est Prado qui répond. Il entend Candy qui crie « Ne rentre pas dans la salle de bain, ne rentre pas dans la salle de bain. J'ai appelé quelqu'un, je suis sur haut-parleur, la police va arriver. » Donc Prado raccroche et appelle le 911. Ce jour-là, elle dira à Michel, à tout le monde, qu'il a essayé de la tuer. Le policier aidera Candy à ramasser toutes ses affaires et il l'amène hors de la maison, chez ses parents. Elle ne portera pas plainte contre son mari. Mais toute la journée, Daniel ne va pas arrêter de la texter. Il lui dit que c'est un malentendu, qu'il ne recommencera plus, qu'il est en train de changer, et que la seule chose qu'il souhaite vraiment, c'est de s'asseoir avec elle et de signer les papiers de divorce. Il faut qu'elle rentre. Et c'est ce qu'elle va faire. Mais cette fois-là, elle rentre parce qu'elle pense qu'elle est en sécurité. Et c'est Prado, son petit ami, qui explique pourquoi. Le fait qu'elle ait commencé à parler à tout le monde des violences conjugales qu'elle subissait, et surtout qu'elle ait dit aussi qu'il avait essayé de la tuer ce jour-là, elle pensait que cela dissuaderait Daniel de recommencer, surtout maintenant que la police est impliquée. Daniel ne recommencera pas. Il n'osera jamais lui toucher un cheveu. Candy lui a assuré que Dan maintenant ne tenterait plus rien. Et elle est rentrée chez elle. Et 3 jours après, elle était morte. Ensuite, ce sont les policiers qui viennent expliquer aux jurés ce qu'ils ont trouvé cette soirée-là. La première chose, c'est le sèche-linge, qui fonctionnait à 23h. Et quand ils se sont renseignés pour savoir à quelle heure le cycle avait commencé, ils se sont rendus compte que c'était à 22h41, soit 2 minutes avant l'appel au 911. Donc c'est Daniel qui a démarré ce sèche-linge. Et ils pensent que Daniel ne jouait pas franc jeu avec eux ce soir-là. Ils n'avaient pas de larmes. Pour eux, ils sortaient de la douche. Ils n'arrêtaient pas de s'essuyer les mains pour faire disparaître les résidus de poudre au cas où. Ensuite, le sac de voyage qu'ils ont trouvé avec les vêtements de Candy à l'intérieur. Pour eux, c'est un signe comme quoi elle partait. Et Dan n'a pas du tout apprécié. Et surtout, le dernier point que les policiers n'arrivent pas à comprendre, c'est comment il n'a pas pu reconnaître le bruit d'une arme à feu. Rien qu'avec ça, son histoire est bancale. Daniel est familier avec les armes à feu. Mais ce soir-là, malgré qu'il ait témoigné que la porte de la salle de bain était ouverte, qu'il entendait le filet d'eau qui coulait, il n'a pas reconnu l'arme à feu. Pour eux, c'est incompréhensible. Ensuite, c'est le médecin légiste, le docteur Bismock, qui est appelé à la barre. La première chose qu'il dit, c'est qu'il n'y a pas assez de photos, et puis que les conclusions du docteur Howard ne correspondent pas aux peu de photos qu'il y a. Il décrit une dizaine d'hématomes, alors que Candy en a beaucoup plus. Et les hématomes sont de toutes les couleurs. Ça ne date pas que de ce jour-là. Il ne parle pas des lacérations aux pieds. Ensuite, le docteur Howard ne décrit même pas la brûlure qu'il y a sur le bras. Pour lui, c'est juste une brûlure au second degré. Elle a aussi des blessures au niveau du visage et des énormes hématomes au niveau du cou. Et ces hématomes-là, pour le docteur Smock, c'est à cause de la fracture de la mâchoire. Si elle a saigné après sa fracture de la mâchoire, c'est qu'elle n'était pas morte. Et il y a d'autres hématomes au niveau du cou. Et pour lui, ces hématomes-là peuvent expliquer un écrasement des carotides. C'est une prise qui est connue par les militaires et les policiers. C'est une technique qui implique de maintenir son coude au niveau du cou, autour de la tête, et d'utiliser son biceps et son avant-bras pour appliquer une pression de chaque côté du cou, soit sur les carotides. Cela empêche le sang de remonter vers le cerveau, et au bout de 10 secondes, on perd connaissance. Si on maintient la pression, on peut en mourir. Le docteur Smock dit que la personne qui a tué Candy, avant de faire cette prise, elle a dû essayer de l'étouffer avec un oreiller ou quelque chose sur le visage.
parce qu'elle s'est coupé l'intérieur de la bouche avec les dents. Pour lui, les lacérations qu'il y a dans la bouche, sur les lèvres, ce n'est pas dû à l'arme à feu, parce que selon lui, le fait que les dents de Candy soient intactes, c'est que le canon du pistolet était enfoncé profondément dans la bouche, et donc ça n'a pas brisé les dents ni la mâchoire. Pour le docteur Smoke, la mâchoire a été brisée par un objet, par un coup, un traumatisme. Ensuite, il explique que Candy n'est pas morte dans la baignoire, elle est morte ailleurs. Parce que quand elle s'est retrouvée dans la baignoire, les traînées de sang et les cheveux qui ont séché sur la victime montrent une autre position. Pour lui, Candy est morte ailleurs. Elle a été amenée ensuite dans la baignoire, où là, elle a reçu le coup de pistolet dans la bouche. Et elle a très peu saigné, parce qu'elle était déjà morte, et donc le cœur ne pompait plus. Et quant aux brûlures au bras droit, il y a 2 explications possibles. Mais lui, il ne peut pas dire laquelle est la bonne. Il aurait fallu faire des examens complémentaires. La première, c'est que la personne qui a allumé l'eau pour faire couler l'eau du bain n'a mis que de l'eau chaude. Et en coulant sur le bras de Candy, ça l'a ébouillanté. La deuxième, c'est qu'elle a été tirée sur de la moquette. Mais il ne sait pas, parce qu'il ne peut pas faire d'examen sur la plaie. Le docteur Smoke a fait son autopsie grâce aux photos. On peut dire aussi que Candy n'est pas restée 1h30, 2 heures dans la baignoire. Ses mains et ses pieds ne sont pas fripés. L'eau de la baignoire était chaude. Pour lui, tout cela venait de se faire. Et ensuite, il fait le rapprochement entre les lacérations, les taillades qu'elle a au niveau des pieds et les morceaux de verre qu'ils ont retrouvés dans la moquette de la chambre à coucher. Il finira en disant que la trajectoire de la balle ne correspond pas à quelqu'un qui essaye de mettre fin à ses jours. Et il dit que les médecins légistes ont l'habitude de dire un coup de feu vers le haut, c'est la personne qui s'est bip, et un coup de feu vers le bas, c'est un homicide. Et dans ce cas, il est sûr que c'est un homicide. Et après ça, le procureur fait son argumentation de fin. Et il explique que le 2 février 2021, Candy et Daniel se disputaient. Ils étaient dans la chambre à coucher. Elle était sans doute en train de préparer son sac d'affaires. Pour lui, le couple se disputait à propos de l'argent. Et Candy voulait la moitié des biens. Daniel était furieux. Et à un moment donné, il lui a mis un énorme coup de poing violent dans la mâchoire. Il lui a brisé la mâchoire. Ensuite, peut-être a-t-il essayé de l'étouffer. Dans la lutte, un verre s'est brisé. Daniel, qui est policier, connaît la technique pour écraser les carotides. Et c'est ce qu'il fait. Elle perd connaissance, il continue. Et quand elle s'effondre au sol, qu'elle est morte, il décide de la déshabiller. Il la porte ou il la traîne jusqu'à la baignoire. Ensuite, il prend son arme à feu à elle et lui tire dans la bouche. Après ça, il range tout. Il se débarbouille, utilise des serviettes, nettoie tout, fait couler l'eau du bain. Peut-être que c'est l'eau qu'il n'avait pas réglée qui a brûlé le bras de Candy. Mais lui, à ce moment-là, est descendu, il est allé à la buanderie et il a tout mis à sécher. Quand il est remonté, il a éteint l'eau et il a appelé le 911. Pour le procureur, Candy n'a pas mis fin à ses jours. C'est son mari qui l'a étranglée, qui l'a asphyxiée parce qu'il voulait l'argent. Les deux, pendant 28 ans, ont accumulé plus de 2 millions de dollars de biens. Et Daniel, il voulait tout. Sur ces mots, les jurés quittent la salle d'audience et se préparent à un long week-end. Mais le samedi, le procureur est appelé. Daniel Howard vient d'être arrêté. Il était au terminal de l'aéroport. Quand il a été arrêté, il a dit qu'il venait ramener une voiture de location pour un ami. Mais bon, il venait juste de louer cette voiture. Donc il est transféré en prison. Mais son avocat, Jason Johnson, ce samedi-là, se battra pour que le juré ne le sache pas. Et il gagne. Il faut savoir que dans ce procès, les antécédents de Daniel et donc cette arrestation ne sera jamais connus par le juré. Le lundi, tout reprend comme d'habitude, sauf que Daniel arrive avec les menottes. Quand c'est au tour de la défense de prendre la parole, l'avocat Johnson commence très fort. D'abord, il dit que Candy n'a pas d'ADN sous les ongles, que ses ongles ne sont pas brisés, donc pour lui, elle ne s'est pas débattue. Il ajoute qu'il n'y a aucune marque de défense sur Dan. Il n'a pas de blessure.
Et d'ailleurs, dans cette maison, il n'y a aucun signe de lutte. Pas de chaise à renverser, juste un verre cassé. Le procureur dit qu'elle est morte ailleurs. Mais il n'y a pas de sang ailleurs. Aucune goutte de sang ailleurs. Et il explique que les détectives se trompent sur le manque de sang dans la baignoire. L'eau a coulé pendant 2 heures. Et la baignoire n'a jamais débordé. C'est que de l'eau devait partir par le drain. Peut-être que le sang, en 2 heures, a été évacué par le drain. Et c'est pour ça que l'eau est claire quand ils arrivent. Ensuite, il parle de l'arme à feu. Il explique que cette arme à feu, là, ce Taurus, appartient à Candy. Sur l'arme, il n'y a pas l'ADN ni les empreintes digitales de son client. Daniel n'avait pas de résidus de poudre sur les mains. Et surtout, il y a l'ADN de quelqu'un sur le pistolet d'un inconnu. Après ça, l'avocat de la défense explique l'état émotionnel de Candy. Et il dit qu'elle était dépressive, anxieuse, mais surtout, elle avait 49 ans. Elle devait commencer à faire la crise de la quarantaine. Elle voulait changer de travail, de maison. Elle avait un amant. Elle voulait faire de la chirurgie esthétique. Candy se sentait mal. Elle était fatiguée, frustrée. Elle a mis fin à ses jours. C'est tout. Et pour finir, il met en avant le fait que Candy n'a jamais porté plainte contre son mari. Elle n'avait jamais parlé de coups et blessures avant, ni de violences domestiques. Elle n'a jamais dit au policier qui est venu le 29 juillet qu'elle a été battue. Personne n'a été témoin de violences physiques de Dan sur Candy. Personne. Pour lui, le soir même, quand elle a compris qu'elle devait vendre la maison, elle s'est demandé ce qu'elle avait fait. Et c'est pour ça qu'elle a voulu récupérer son arme à feu. Ensuite, elle est montée dans la salle de bain et elle a mis fin à ses jours. Le 9 mars 2024, après 10 jours de procès, 62 témoins et 8 heures de délibération, les jurés reviennent. Daniel Howard est reconnu non coupable pour meurtre au premier degré sur Candy. Par contre, il est reconnu coupable pour meurtre au second degré. Il sera reconnu coupable aussi de coups et blessures sur l'agression du 10 juillet 2020. Lors de l'audience de sa sentence, Daniel prendra la parole et dira qu'il aime sa femme et qu'elle lui manque. Il dit qu'il n'est pas le monstre décrit par tout le monde. Candy et lui ont été ensemble pendant 28 ans. Et il rajoute qu'ils sont sur le point de donner une sentence à un homme innocent. Le juge à son tour prendra la parole et avant de donner sa sentence, il dira « Ce que nous savons, au-delà de tout doute raisonnable, c'est que vous avez étranglé votre femme, vous l'avez tuée. Puis ensuite, vous avez mis en scène sa mort en la plaçant dans la baignoire. Vous lui avez tiré une balle dans la bouche pour essayer de faire passer ça en bip. Vous avez tué une mère, une grand-mère et une sœur. Et tout ça à cause de votre fierté, votre avarice et votre colère. Sachez, monsieur, que la fierté, l'avarice et la colère peuvent aussi se contrôler. » Le juge qui connaît le passif de Daniel Howard ne veut plus le voir dans la société parce qu'il le trouve, comme il dira, revanchard. Il reçoit une sentence à vie, sans possibilité de parole, plus 10 ans pour les violences domestiques. Alors, que pensez-vous de ce verdict et de cette sentence? Dites-moi ce que vous pensez dans vos commentaires. Je vais vous dire moi ce que je pense. Est-ce que Dan Howard est coupable? Oui, je crois qu'il est coupable. Et je vais vous dire ce que je pense, mais ça vaut ce que ça vaut. Daniel, pour moi, est une personne vindicative, égoïste, impulsif, froid, avare, jaloux, se sent autorisé à agir comme il veut et n'a aucun regret. Il a choisi une femme pour la contrôler, ce qu'il a fait alors qu'elle élevait ses enfants. Mais après, quand elle est devenue incontrôlable à ses yeux, il était fou de rage. Et en plus, il allait perdre son argent. Et ça, ce n'était pas possible. Il a décidé de la tuer, pas quand elle a eu des relations extra-conjugales, non. C'est quand elle a demandé le divorce, qu'elle voulait la moitié des biens. Et est-ce qu'il a essayé de la tuer 4 jours avant? Je pense que oui aussi. Ce qui est triste dans cette histoire, c'est que les deux, Candy et Daniel, ont oublié des faits très importants. Candy a ignoré le fait qu'elle pouvait mourir. Elle a forcé la situation et elle a agi comme si elle ne courait plus de risques. Quant à Daniel, il a ignoré complètement le fait qu'il pouvait aller en prison.
et se sentait sans doute beaucoup plus intelligent que les policiers. Voilà, je ne sais pas si vous connaissiez cette histoire ou même si vous l'avez aimée. J'espère que vous avez marqué coupable ou non coupable sur un petit commentaire. Mais en attendant, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager beaucoup d'amour dans la journée. Sinon, vous avez vu, j'ai mis une fin, cette fois-ci. À plus tard.